Débat du Grand Direct donc consacré aux propos de Mahmoud Abbas qui demandait ce week-end à Netanyahou de reprendre les discussions sur le processus de paix. On sait que c'est interrompu depuis de très longs mois, que les tensions ont été très fréquentes ces derniers temps entre Israéliens et Palestiniens. Alors est-ce le moment justement de reprendre ces négociations? Et puis il y a quand même toujours ce refus affiché par Mahmoud Abbas donc de reconnaître Israël comme État juif alors que Netanyahou le lui demande instamment. Bref, tout cela est-il un climat propice à la reprise des négociations? On va en parler avec nos invités. Bonsoir Amir Badran. Bonsoir. Vous êtes avocat ici à Yafo. Bonsoir André Djaoui. Bonsoir. Vous avez réalisé ce film Israël My Home. Si on voulait le traduire en français, ce serait Israël ma maison. Merci d'être avec nous. On va discuter de tout cela dans un instant. Mais d'abord, évidemment, la question que l'on a posée via notre site internet à nos téléspectateurs et internautes, eh bien, c'est justement de se demander si c'était le bon moment pour faire repartir les discussions sur le processus de paix donc entre Abbas et Netanyahou. Et on voit les réponses avec vous, Léa Volbert. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Nous demandons aujourd'hui à nos téléspectateurs s'ils pensent ou non que Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou sont en mesure de redémarrer le processus de paix. Et pour une majorité d'entre vous, la réponse est non. Une grande majorité d'entre vous, comme vous pouvez le voir, 69%. Seulement 25% d'entre vous pensaient que la négociation entre Israël et l'autorité palestinienne est encore possible. Hier, dans une interview, Mahmoud Abbas a exprimé son soutien à une solution à deux États. Il s'est dit prêt à redémarrer le processus de paix sans conditions préalables, mais il a également affirmé que le soulèvement populaire était une forme légitime de résistance à l'occupation et surtout que les Palestiniens reconnaissaient Israël comme un État souverain et pas comme un État juif, une condition pourtant sine qua non imposée par Benyamin Netanyahou. Vous reviendrez bien entendu plus en détail sur ces déclarations en plateau avec vos invités. Je vous propose avant ça de jeter un coup d'œil sur les réponses de nos internautes. Comme vous le voyez, pour Claude Ackermann par exemple, ni les Israéliens ni les Palestiniens ne sont prêts. Quelques semaines à peine après les élections israéliennes, il n'y a pas de majorité stable. Les Palestiniens n'ont toujours pas réglé les querelles entre le Fatah et le Hamas. Donc pour Claude Ackermann, nous allons droit à l'échec. Un avis qui est partagé par Daniel Varan, pour qui les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien les négociations. D'autres en revanche sont plus optimistes, comme par exemple Julie Grimbert, du moins plus résolue à poursuivre ces pourparlers. Pour elle, la seule option, c'est de négocier. Le statu quo n'est plus tenable et ce serait de toutes les façons le seul moyen d'enrayer une prochaine guerre. Voilà Jean-Charles, je vous laisse donc en débattre en plateau avec vos invités et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent participer à ce débat sur Facebook, sur Twitter et sur i24news.tv. Merci Léa Volbert. Alors André Djaoui, Amir Badran, c'est vrai que ce qu'a dit Mahmoud Abbas, on peut penser que c'est une déclaration de bonne volonté, mais il y a toujours les mêmes obstacles qui ont l'air de demeurer. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une opportunité aujourd'hui pour reprendre ces discussions, Amir Badran ? Je pense qu'il y a un optimisme forcé. On a pu entendre dans les propos du chef Mahmoud Abbas deux idées principales. La première, comme je viens de dire, un optimisme forcé à l'image de quelqu'un de pragmatique qui se dit voilà, les citoyens israéliens ont décidé, ils ont voté, c'est Benyamin Netanyahou encore en tête. C'est pas à moi de choisir avec qui je veux parler, c'est leur choix et de ce fait, je trouve que c'est mon partenaire, j'ai pas d'autre choix et je suis en train de négocier. Je tends la main et il reprend les positions de base qu'a eu le Conseil national palestinien depuis 1988 en disant les bases, les frontières de 1967 et en plus le droit de retour aux Palestiniens de la diaspora. Et on entend aussi un message d'inquiétude. Et ce message d'inquiétude, il vient surtout du côté interne palestinien, c'est-à-dire Mahmoud Abbas sait qu'il y a des négociations et des pourparlers avancés ou pas entre le Hamas et le gouvernement israélien, où on est en train de parler entre ces deux institutions, en train de parler de l'État palestinien qui va se former à l'intérieur de la bande de Gaza, mais pas dans les territoires occupés en Cisjordanie, c'est-à-dire là où le Fatah se trouve. On est en train plutôt de parler d'une autonomie et non pas d'un État palestinien. Ceci met le chef palestinien dans une position un peu
un peu coincé, un peu mal, et il se dit, voilà, nous, on est toujours prêts à tendre la main pour un processus de paix qui va aboutir avec 2 États, l'un à côté de l'autre, pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Vous êtes d'accord, André Jaoui, c'est le moment pour vous, pas pour Netanyahou, là, de reprendre ces discussions, même si les Palestiniens ne veulent toujours pas reconnaître Israël comme État juif? Moi, je crois qu'il est toujours le bon moment d'entrer dans un dialogue, d'essayer de négocier, de trouver des solutions, surtout des solutions pour la paix. La paix est la chose la plus importante, primordiale. Donc, de toute façon, le dialogue et les négociations sont toujours les bienvenus. Maintenant, M. Badran parlait d'inquiétude du côté palestinien. Il y a une inquiétude du côté israélien aussi. En tous les cas, la mienne, c'est que je trouve qu'il est difficile de faire la paix avec une entité divisée qui aurait besoin déjà de faire la paix entre eux. C'est-à-dire qu'avoir un interlocuteur de paix, ça consiste à avoir quelqu'un avec lequel on peut argumenter. Avec ou sans, moi je pense que c'est pas la peine d'avoir des conditions à l'avance. Il faut au contraire entrer dans un dialogue en confiance. Mais on ne peut pas parler avec une entité divisée. Donc moi je dirais que d'abord les Palestiniens doivent faire la paix entre eux et ensuite ils pourront être des interlocuteurs valables pour entrer dans des négociations saines, structurées, argumentées, positives. Le but étant le même, le but étant d'arriver effectivement à la paix, à ce qu'il y ait 2 États qui vivent côte à côte. Ouais. Les événements récents ne l'illustrent pas et ne le démontrent pas tellement. Ouais. Est-ce que Abbas justement n'est pas en position de faiblesse aujourd'hui, justement à cause de la situation entre Gaza et Ramallah, pour négocier avec Israël ? Et il a connu des moments encore pires. Hein. C'est pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il est coincé dans une situation où il se trouve tellement inquiet. Non, pas du tout. Au contraire, on est en train d'envisager un nouvel ère, soi-disant, une époque où il y a eu des élections nouvelles en Israël. Un gouvernement vient de se former à peine, on ne sait pas encore quelle majorité il aura. Mais en même temps, Abbas, il est en train de dire, voilà, écoutez, en plus de ce qu'on est en train de parler depuis des années et des années et que ça n'aboutit à rien, il parle aux Israéliens, il parle au gouvernement israélien en lui disant, voilà, écoutez, aujourd'hui vous avez une sorte de cadeau, une sorte de fenêtre d'ouverture qui est la proposition et l'initiative de la Ligue arabe. Et la Ligue arabe, l'initiative, elle est pratiquement, elle est valable, elle est acceptée par les plus grands partis et en plus avec les grands acteurs en scène. Bien sûr qu'Israël la refuse toujours, mais ceci dit, il y a pas mal de points sur lesquels les côtés sont d'accord. Et cette initiative arabe, de la Ligue arabe, c'est une initiative qui permet non pas à l'État israélien de faire la paix uniquement avec les Palestiniens, les voisins, mais en fait avoir tout un Proche-Orient, tout un nouvel Proche-Orient avec un nouvel ère de paix et ceci, si ça peut arriver, alors là on est tous d'accord que la prospérité dans ce pays, dans la région, aura un tel boom qu'on n'a jamais connu. Ouais. Je voudrais qu'on dise un mot quand même sur ce refus de Mahmoud Abbas de reconnaître Israël comme État juif, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, à la fois côté israélien et côté palestinien aussi. Est-ce que ça semble pas quand même être un obstacle à l'avancée des négociations, selon vous? Alors, tout dépend si le problème se place sur un plan sémantique ou politique ou même psychologique ou philosophique. Enfin, cet État est un État juif par les faits. Je vais prendre mon propre exemple. Moi, j'ai vécu toute ma vie hors d'Israël. J'ai fait mon alia. Je suis un juif qui vient vivre sur sa terre après 2000 ans d'exil, on va dire, pour être historique, sans aller jusqu'à des passés très lointains. Donc cet État est juif parce qu'il est habité par des juifs. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le peuple juif? C'est 0,2% de la population mondiale. Ça veut dire qu'il y a 99,98% des habitants de la planète qui ne sont pas juifs. Moi, si je faisais partie d'un groupe, quel qu'il soit, d'ailleurs une équipe de foot, qui représenterait 99,98% d'un groupe, je serais un peu embêté, j'aurais un peu honte même de rendre responsable ou d'avoir peur de ce petit 0,2%. Alors, il y a un État habité par des juifs, on l'appelle l'État juif, je ne vois pas où est le problème, franchement, sauf sémantique. Ouais. Amir Badran. Pas politique. Donc le problème n'existe pas en fait. Le problème, en fait, c'est ça. Non, au contraire. Vu qu'on est en train de parler d'un État juif de fait, c'est-à-dire qu'on est là en train de vivre ensemble, que ce soit bien ou mal, que ce soit en guerre ou en paix, l'État d'Israël existe et il est souverain.
Donc, de ce point-là, on n'a aucun problème de continuer pour aller au-delà et pour parler de la paix durable et juste avec nos voisins. Donc, cette allégation de l'État-nation, de l'État juif, c'est une demande tout à fait récente. Elle n'a jamais été parlée. Donc, on remarque que ça ne vient que comme excuse qui a été lancée par Benjamin Netanyahou, et c'est le premier qui en parle, pour en effet faire reconnaître à quelqu'un ce que, en fait, il s'en fout un peu, quoi. Je veux dire. Pourquoi il ne veut pas le faire alors? Justement, ça fait pas avancer les choses? il ne veut pas le faire parce que ça a des répercussions sur le pays et sur les minorités qui y vivent. C'est-à-dire Mahmoud Abbas l'a dit d'ailleurs hier dans ses propos, il n'a aucun problème avec la souveraineté, et d'ailleurs c'est ça ce qui est important pour un État. On parle de souveraineté d'un État, de ses frontières et de ce qui le constitue en tant qu'État, et avec ça il n'a aucun problème. Ceci dit, Netanyahou a un problème et soulève ça comme condition pour créer un problème, un obstacle. Ce qui est important de comprendre, c'est des propos qu'a tenus Saeb Erekat, qui est le plus grand négociateur du côté palestinien. Et je peux vous en parler pour voir. On a parlé d'État juif, État islamique. Hein. Voilà, pour voir où est-ce qu'on peut aller avec ces idées un peu tordues. Donc là, il est en train de se dire, voilà, si Benjamin Netanyahou est en train de parler de l'État-nation, de l'État juif en tant qu'un État, donc en fait, on peut le comparer avec Daesh, qui lui aussi demande un État islamique. En fait, c'est pratiquement la même demande de ce côté et de l'autre. Donc ceci dit, de ce point de vue, il faut comprendre aussi que même Herzl, qui était le grand visionnaire de l'État sioniste, le grand visionnaire, quand il a vécu cette vision, quand il voulait cette vision, il était en train de parler de l'État des Juifs. Et il n'était pas en train de parler de l'État juif. Donc c'est une aberration de ce que a voulu le grand visionnaire de l'État d'Israël. André Djaoui. Alors moi je crois qu'on peut parler à perte de vue de savoir effectivement s'il vaut mieux parler de l'État juif ou de l'État des Juifs, mais il me semble que comparer ça avec l'État, avec Daesh, là alors on est à des années-lumière, ni dans la politique, ni dans les comportements, ni dans les événements récents, macabres, catastrophiques, dont Daesh s'est rendu coupable. C'est tellement pas comparable à Israël que je refuse tout parallèle. Maintenant, franchement, moi, je suis juif, je suis chez moi en Israël, j'ai fait mon alia il n'y a pas longtemps. Que l'on appelle ça l'État juif, comme Herzl l'a écrit, qu'on appelle ça l'État des Juifs, plutôt comme Herzl l'a écrit, ou l'État... Pour moi, franchement, je pense que ce n'est pas une condition préalable. Maintenant, les deux parties ont été assez habiles à mettre des conditions préalables depuis des décennies. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il faudrait au contraire s'attaquer aux vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est des problèmes de frontières, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes sociologiques. C'est des problèmes aussi idéologiques au bon sens du terme, de respecter la foi de l'autre, et puis ne pas en rester à des conditions préalables, à mon avis, qui peuvent être mises de côté pour l'instant, qui seront résolues plus tard. Et on est prêt, à votre avis, à rentrer justement dans le vif du sujet, là, côté palestinien, côté israélien, c'est-à-dire à s'attaquer à celui des frontières, quand on voit les passions que déchaîne Jérusalem encore? Je pense qu'on est prêt du côté palestinien. D'ailleurs, les propos tenus hier ne viennent que renforcer cette attente, en fait, de continuer et d'aller au-delà, alors qu'il y a eu quand même une désespérance totale quand Benjamin Netanyahou a été réélu du côté palestinien. Mais ceci dit, ils savent qu'il faut être pragmatique, il faut savoir continuer, il faut aller au-delà. Et là, ils n'ont pas le choix. Je pense que les initiatives qui sont en train de se prendre en place. Par exemple, l'initiative française qui va parler dans peu de jours là de mettre de façon que dans un délai échéant il y aura un État palestinien. Il y a une certaine pression internationale et sur la scène internationale sur Israël, justement pour en arriver et faire quelque chose pour faire avancer ces discussions. On espère qu'il ne faudra pas continuer à avoir recours à la CIP. On espère qu'il ne faudra pas avoir recours aux institutions de l'ONU et les pourparlers
vraiment avanceront de fait, mais aussi d'action, et non pas uniquement de paroles, au sein des deux côtés. Bon, pour parler des initiatives françaises... Ouais. Vous avez une minute. Oui, Ouais. pardon. Moi, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France. Malheureusement, je constate que les Français, dans leur ensemble, et puis les leaders, n'ont pas une connaissance suffisante de ce problème pour se prononcer d'une façon définitive. Alors, je crois qu'il faut vivre ici, il faut au contraire s'entendre avec ses voisins. C'est difficile, c'est peut-être que ça va prendre encore longtemps, mais ça sera fait un jour, et donc il faut avoir confiance. Merci. Ben voilà, on va terminer sur cette note d'optimisme. Merci André Djaoui, merci Emir Badran. Dans un instant, on évoquera le souvenir justement du dernier convoi parti de Drancy en 1944 avec un projet lancé à l'échelle européenne. On en parle dans un instant avec notre invité Georges Mayer. A tout de suite. Merci à vous.